Les habitants de Senlis qui sont ici, il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui m'ont rappelé à juste titre que nous avions une forte concurrence ce soir avec le président de la République qui va prendre la parole. Mais tout ça fait que voilà, on va avoir peut-être un échange peut-être un petit peu différent, puisque c'est vrai que ces réunions, il y en a beaucoup, on va le voir ensemble. L'objectif et l'idée, c'est d'aller à la rencontre des habitants comme vous qui souhaitent avoir des informations sur le sujet et d'échanger ensemble. Alors, on va commencer cette rencontre. Que je prenne bien dans l'ordre. Alors, des petits points d'abord pratiques. On est ensemble globalement jusqu'à 21h, 21h30. Et l'idée, c'est vraiment que vous ayez toutes les informations que vous souhaitez et qu'on échange. On peut prendre quelques photos. Donc, si vous ne souhaitez pas être pris en photo, dites-le nous. Et puis, comme ça, vous ne serez pas sur les photos. Si il y a quelques photos qu'on prendra qui seront sur le bilan et le compte-rendu de la concertation engagée. Donc, voilà un petit peu ces éléments pratiques. Ce qu'on vous propose pour commencer cette rencontre, c'est de voir un film. Alors, il est marqué film animé. C'est en fait une animation qui va vous permettre de découvrir le projet. Je vous rappelle qu'en matière de concertation, d'ailleurs, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Grégoire Milot, j'accompagne le groupe ADP dans l'animation des nombreuses rencontres. J'enseigne dans le Master 2 d'ingénierie de la concertation et ce que je dis à mes étudiants, c'est que pour faire de la concertation, il faut d'abord donner un certain nombre d'informations pour comprendre de quoi on parle. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde, ça dure 3 minutes, c'est le film de présentation de pourquoi ce Terminal 4 a vocation à arriver à Roissy-Charles de Gaulle, et je vous propose qu'on le regarde. Concertation sur le projet de Terminal 4 et de développement de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Pourquoi créer un nouveau terminal? L'aéroport Paris-Charles de Gaulle dispose de 4 pistes et n'a pas besoin de pistes supplémentaires pour répondre aux augmentations prévisibles du trafic aérien des prochaines années. L'aéroport sera au maximum de ses capacités d'accueil des passagers dans les années à venir. Pour continuer à capter une part de la croissance du trafic aérien mondial, accueillir dans les meilleures conditions les passagers du monde entier, continuer à créer des emplois et rester parmi les plus grands hubs internationaux, le groupe ADP se doit d'anticiper et de préparer le futur en construisant un nouveau terminal. C'est l'objectif du Terminal 4. Sa construction va faire évoluer l'aéroport Paris-Charles de Gaulle dans les limites de son terrain. Il visera à donner une place importante à l'humain, employé ou passager, et à renforcer la lisibilité et la simplicité des circulations. Ce projet s'inscrit en pleine cohérence avec le calendrier des maîtres d'ouvrage publics et privés sur les nouvelles dessertes, routières avec le bouclage de la Francilienne à l'est et ferrées avec la ligne 17 du Grand Paris Express et la liaison CDG Express afin d'améliorer l'accessibilité à l'aéroport pour tous les publics. L'activité économique générée par la plateforme Paris-Charles de Gaulle se traduit par 21,6 milliards d'euros de valeur ajoutée et 403 300 emplois soutenus. Une concertation publique organisée et souhaitée par le groupe ADP sous l'égide de la Commission nationale du débat public se déroulera du 12 février au 12 mai 2019. Pour découvrir le projet et nous donner votre avis, plusieurs options s'offrent à vous. En venant à notre rencontre lors des événements organisés dans votre ville, réunions publiques, ateliers, tentes participatives, café participatif, balade sur site. En visitant le site dédié à la concertation, terminal4-cdg.groupeadp.fr. Informez-vous sur le projet, exprimez-vous en posant une question ou en déposant un avis. Pour faire émerger les thèmes principaux et mieux comprendre les attentes, une phase de préparation s'est déroulée d'octobre à décembre 2018. Diverses modalités d'association ont été proposées. Site internet, bus itinérant, stand dans les terminaux, ateliers préparatoires. Au total, c'est plus de 370 000 dépliants
qui ont été boîtés, distribués et déposés dans 59 communes. Nous avons fait un bilan de cette phase de préparation et avons tenu compte de vos retours. À l'issue de la phase de préparation de la concertation, voici les premiers thèmes identifiés. À quoi sert le projet? Quelles sont les alternatives? Comment faire du Terminal 4 un levier de développement économique et d'emploi? Comment faciliter la mobilité et l'accessibilité de Paris-Charles de Gaulle? Comment connaître et maîtriser l'impact environnemental du chantier et du projet? Quels services pour les passagers, les salariés et l'ensemble des utilisateurs du site? Le groupe ADP remettra un rapport de concertation dans lequel il fera part des engagements pris au terme des 3 mois. Informez-vous, exprimez-vous et inscrivez-vous. Alors vous voyez, on vient de voir à l'instant une adresse internet, c'est T4CDG Garant. Parce que c'est vrai que cette concertation, elle est menée après une saisine de la Commission nationale du débat public qui a nommé 4 garants, et il y en a 2 qui sont ici, Laurent Desmoulins et Jean-Pierre Bompard. Je vais vous laisser la parole, Laurent Desmoulins, pour Jean-Pierre Bompard, pour nous dire un petit peu le rôle d'un garant nommé par la CNDP sur une démarche de concertation de ce type. À vous la parole. Oui, bonsoir. Donc, nous sommes 4 garants nommés par la CNDP. Le ADP a saisi volontairement la CNDP, donc c'est un élément aussi dont il faut tenir compte. Alors, le rôle des garants, c'est de veiller à ce que toutes les paroles soient écoutées et que des réponses soient fournies dans le cadre d'un dialogue, on va dire, correct, c'est-à-dire dans lequel, par définition, les mises en cause personnelles ou les insultes ne fonctionnent pas, enfin, de notre point de vue. Alors, cette concertation se déroule sur 3 mois. Nous remettons un rapport public le 12 juin, la concertation, au plus tard le 12 juin. Donc, la concertation se termine le 12 mai et ADP a 2 mois pour répondre aux observations que l'on fait, essentiellement d'ailleurs sur le déroulé de la concertation, sur le fait que les sujets de fond ont été traités et que tout le monde a eu une réponse. Les réponses ne plaisent pas à tout le monde par définition. On ne construit pas un consensus dans ce genre de situation, mais il faut que tous les points, et on s'aperçoit au fur et à mesure, maintenant on doit être à la 7e réunion, donc ça progresse dans des endroits totalement différents. Là, c'est l'Oise cette fois-ci, mardi demain, c'est Meaux. Donc, on couvre à peu près tous les secteurs, puisque ADP, suite aux recommandations, notamment de l'autorité environnementale, a élargi à 480 communes le champ de la concertation, qui à l'origine était un peu plus de 160 communes, qui couvrait le plan d'exposition au bruit et puis la loi sur l'eau. Donc, c'est une large concertation qui couvre de nombreuses communes. Et ce qui est important aussi, et l'animateur et puis ADP en parlera, c'est qu'il y a des ateliers thématiques. Et ces ateliers thématiques permettent d'approfondir des sujets. Nous avons eu déjà le premier sur l'emploi, et les prochains, notamment le prochain, ce jeudi-là, à Goussainville, traitera de l'accessibilité, c'est-à-dire accéder à Charles de Gaulle-Roissy. Puis 2 autres seront faits, un sur le bruit, l'air et la santé, et le dernier sur les alternatives, les trajectoires des avions. Donc là, c'est des ateliers. Ici, c'est une forme de réunion publique, on va dire un peu classique, mais enfin, c'est pas moi l'animateur, mais les réunions thématiques visent à approfondir les dossiers dont on sait parfaitement que les habitants ou les salariés sont très sensibles. Merci beaucoup, Monsieur Bompard. Donc, le point important, c'est que c'est assez formel, notre réunion. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que vous allez dire est enregistré, qu'on va faire un compte-rendu et que ces éléments vont nourrir le compte-rendu qui va être réalisé par le groupe ADP et qui va être remis aux garants. Alors, oui, je reprenais d'ailleurs ce point-là, c'est dans le déroulé,
on va avoir avec vous Henri-Michel Commet, vous êtes secrétaire général du groupe ADP, et vous allez nous présenter, et plusieurs personnes me disaient tout à l'heure, voilà, on aimerait en savoir un petit peu plus, c'est pourquoi, quand, comment, les implications. Donc ça, vous allez faire cette présentation pendant une vingtaine de minutes, et puis après on échangera avec vous et vous nous poserez un petit peu voilà, comment vous voyez les choses, quels sont les éléments sur lesquels vous souhaitez avoir plus d'informations. Voilà, il y a aussi dans la salle d'ailleurs des élus et votre avis nous intéresse sur le projet. La maire n'a pas pu venir. Quelques petits rappels, mais vraiment très rapidement, comme vous le voyez. La concertation, c'est vous informer et puis voilà, réfléchir ensemble sur les meilleurs moyens d'améliorer le projet et de répondre aux questions que vous vous posez. Cette carte est intéressante parce que je travaille depuis de nombreuses années sur bon nombre de concertations. Or, celle qui est menée par le groupe ADP vise vraiment à répondre à ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, diversifier les modes de rencontre et de contact avec la population. On est ce soir dans une réunion publique, il y a des ateliers avec les riverains, des ateliers avec les salariés, des cafés participatifs, c'est qu'on repère des cafés où on échange avec la population un samedi matin. On a des actions vers les jeunes, on a des réunions thématiques que M. Bompard a citées tout à l'heure. Et stand participatif, c'est qu'il y a une tente qui va sur tout le territoire pour aller à la rencontre des habitants. Donc il y a une vraie volonté d'aller à la rencontre de tous les citoyens pour leur dire voilà le projet qu'on porte et on voudrait vraiment échanger avec vous dessus. Par exemple, il y a un certain nombre de points qui sont ressortis et dont on reparlera avec vous, Monsieur Commet. C'est quels sont les points importants. Les trajectoires des avions. Ici, on est un petit peu plus éloigné d'un certain nombre de villes dans lesquelles nous sommes allés, qui sont directement concernées par le bruit, avec une proximité immédiate avec les pistes. Donc les trajectoires, c'est important. La question des accès à la plateforme. Quand on va de Paris à Roissy, on prend le RER, on prend le taxi, on prend sa voiture. C'est pas simple. Donc il y a une réflexion qui est portée, et là, les avis, vos avis nous intéressent. Et puis aussi l'enjeu en termes d'emploi dont on parlera, parce que l'impact sur l'emploi, je ne vais pas le dire maintenant, mais est vraiment important. Et ce n'est pas le tout de créer des emplois, c'est qu'il faut avoir des ressources adaptées aux postes qui vont arriver. Donc tous ces thèmes, ce sont des sujets qui sont ressortis en particulier pendant la phase préparatoire à la concertation, puisqu'on l'a vu dans la petite vidéo. C'est vrai que ça fait de nombreux mois que le groupe ADP est à la rencontre des publics pour avoir ces éléments-là. Là, on est vraiment sur les 4 réunions thématiques que vous citiez, l'accessibilité, les trajectoires, santé, bruit, qualité de l'air. Donc toutes ces rencontres vont être des occasions de travailler sur des thématiques particulières. Voilà le site internet où vous pouvez avoir plus d'informations si vous le souhaitez. Il y a un certain nombre de documents et en particulier la synthèse du dossier du maître d'ouvrage que vous avez pu prendre à l'entrée. Et donc vous aurez déjà un certain nombre d'informations, mais l'idée c'est d'aller plus loin sur un certain nombre d'informations. Les garants, on les a cités avec leur adresse internet. Et on va enfin pouvoir commencer avec vous, Henri-Michel Commet, pour nous présenter ce projet de Terminal 4. La première question, c'est pourquoi vous avez souhaité le mettre en place? À quel objectif répond-il? Merci, monsieur. D'abord, vous me permettrez de saluer chacune et chacun d'entre vous réunis ce soir en vous remerciant d'avoir fait le déplacement. Et dans ces remerciements, vous me permettrez d'avoir une dédicace particulière pour celles et ceux d'entre vous qui portent le suffrage universel. Cela étant dit, je me permets de répondre assez directement à la question que vous venez de soulever. Pourquoi le projet? On a trois objectifs principaux. Le premier, c'est répondre à la hausse du trafic aérien qui est considérable.
qui est considérable. On envisage 7 milliards de passagers annuels en 2030. On est à peu près 4 milliards aujourd'hui. Donc la courbe de croissance du nombre de passagers aériens est très, très considérable. Je ne sais pas jusqu'à quand elle durera, mais rappelons-nous qu'il y avait à peu près 100 millions de passagers aériens au début des années 60. Et par rapport à cette démarche-là, nous pensons important de faire face à deux défis qui sont à nous. C'est de faire en sorte d'abord que cette augmentation du trafic aérien contribue au développement du pays, de la région et des territoires immédiatement voisins des plateformes et de la plateforme de Charles de Gaulle. Donc ce trafic aérien qui est une création de valeur à la fois pour l'attractivité, mais de valeurs aussi intrinsèques pour les entreprises de milieu culturel, etc. Pour nous, c'est un premier objectif de captation de ce trafic aérien. Le deuxième objectif dans cette captation, c'est d'offrir de nouveaux services, à la fois pour les salariés et pour les usagers, comme cela a été indiqué dans le petit film qui vous a été présenté. Donc, pourquoi ce projet ? Profiter du fait que la croissance aérienne, quoi qu'il en soit, dans les 15 prochaines années, va augmenter considérablement pour maintenir la connectivité du territoire, c'est-à-dire permettre à Paris et sa région au sens large, et non pas seulement institutionnel, de bien exister dans le monde à travers toutes les liaisons aériennes. Et deuxièmement, l'impact économique. Alors, quelles sont les caractéristiques du Terminal 4 ? Les caractéristiques du projet sont écrites ici, donc j'irai assez rapidement. La première, c'est que ce projet de terminal de nouvelle aérogare est à l'intérieur de la propriété foncière de l'aérogare. Donc ça, c'est un élément essentiel et qu'il se fait sans construction de pistes supplémentaires. Deuxième caractéristique, nous y reviendrons tout à l'heure, c'est que cette nouvelle aérogare s'inscrit dans une démarche que nous souhaitons très connectée et intégrée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'un projet d'aérogare, mais qu'à l'occasion de ce projet de terminal, nous allons revoir considérablement toute la circulation interne sur la plateforme, qu'elle soit routière ou ferrée. Autre caractéristique, nous voulons être à l'avant-garde de toutes les bonnes pratiques et de tout ce qui peut être imaginé, puisque nous sommes en ce moment en relation profonde dans le domaine de l'innovation, au service de l'architecture bioclimatique, de toutes les ambitions environnementales, quelles que soient sur l'air, le climat, sur le bruit, sur la biodiversité. Nous y reviendrons dans un instant. Le coût estimé est affiché, 7 à 9 milliards d'euros, sachant que nous sommes sur une longue période. Sur ces 7 à 9 milliards d'euros, et ayons à l'esprit qu'il y a à peu près 2 milliards consacrés à l'aérogare, le reste étant consacré au réaménagement de la plateforme. Et enfin, c'est un chantier sur 15 années. Donc ce dont nous parlons aujourd'hui consiste à imaginer ce qui sera nécessaire dans 15 ans. C'est un travail de réflexion et d'anticipation qui est très considérable, qui nous est demandé. Alors, on va regarder justement le calendrier du projet. Le calendrier, donc nous sommes à ce stade dans une phase de concertation préalable et volontaire. Cela a été indiqué. Ensuite, deuxième semestre 2020, nous serons entrés, après une année d'études, dans la phase institutionnelle. Les enquêtes publiques pour les autorisations environnementales, les autorisations administratives dans leur diversité. Nous envisageons les premiers démarrages de travaux début de 2021. Ce seront des travaux d'approche, ce seront des travaux préparatoires, ce seront des travaux d'accès à une prochaine aérogare. Et ces travaux préparatoires dureront 3 ans, date à laquelle il y aura la mise en service des premiers nouveaux accès. Et puis la première partie de la nouvelle aérogare pourrait ouvrir en 2028. Donc nous sommes là dans une perspective à 10 ans pour l'ouverture de l'aérogare en elle-même, sachant qu'ensuite, il y a une deuxième phase de 10 années, durant laquelle l'aérogare pourra s'étendre en fonction des besoins du trafic aérien. Je me permets d'insister devant vous sur le caractère très, très progressif de cette démarche. D'abord les infrastructures, puis une aérogare, et l'aérogare, effectivement, elle-même dans une construction progressive. Alors, un des points importants qui est ressorti d'un certain nombre de débats, en particulier avec les garants, c'est la situation si on ne fait pas ce Terminal 4. Quelle serait la situation si on ne fait pas le projet ?
Nous sommes d'ores et déjà, parce que les aéroports sont dans des phases d'analyse un peu longues, nous sommes d'ores et déjà dans la capacité de deviner très clairement ce qui va se passer, puisque en l'état actuel, à horizon 5 ans, on sait qu'on ne pourra plus accueillir de nouveaux vols, de nouveaux passagers. Donc on est déjà dans une première période ici, jusqu'en 2028, de ce qu'on appelle la densification de l'aérogare, c'est-à-dire on va créer des aires de parking pour les avions. Donc on densifie, on multiplie les aires de parking pour les avions dans cette perspective-là. Et si jamais on ne faisait pas de nouvel aérogare, on arriverait à une période effectivement dans laquelle nous ne pourrions plus progresser. Il y aurait une saturation de l'aéroport. Saturation, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement un moins bon service pour les passagers aériens, c'est une évidence. Par voie de conséquence, une moins bonne valeur ajoutée pour toutes les entreprises, quelles qu'elles soient à proximité ou plus éloignées. Et enfin, une image, la connectivité, une image et des liens à travers le monde qui vont se réduire. Donc si on ne fait pas ce travail, c'est bien une réduction ou une réduction des capacités de portage économique et d'image du département, de la région et de la France. Alors, il y a des alternatives qui ont été étudiées par vous ou proposées par d'autres. Prenons le premier exemple du développement des aéroports régionaux. Nous sommes persuadés au groupe ADP que cette croissance du trafic aérien doit bien sûr profiter à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, c'est le projet dont nous parlons ce soir, mais tout autant à tous les aéroports en région. Nous sommes vraiment dans une démarche de croissance partagée avec tous les grands aéroports qui ont accès à des lignes internationales. Donc sur l'ouverture ou pas des lignes internationales, ce sont les compagnies qui décideront, d'une part. D'autre part, on voit bien que la connectivité, cette image que nous portons, est effectivement très marquée par Paris, et si jamais elle était élargie, nous n'y viendrons pas d'inconvénient, mais à ce stade, en tous les cas, les choses sont ce qu'elles sont. Et enfin, dernier point important, Paris-Roissy-Charles de Gaulle est un hub pour une compagnie aérienne importante, puisque c'est notre compagnie nationale et toute son équipe. Et pour cette compagnie nationale, pour Air France, ce hub est un élément économique déterminant de son fonctionnement. Donc nous sommes dans une démarche là où la croissance doit être partagée, notamment avec les aéroports de province, pour autant préserver le fonctionnement de Roissy-Charles de Gaulle et notamment de la compagnie nationale qui y est installée. Alors, autre alternative, c'est le développement d'Orly. Le développement d'Orly, j'irai assez vite. Nous sommes limités pour des raisons normatives et des raisons d'urbanisation de proximité. Nous sommes très limités et en nombre de vols possibles et également en quantité de nuisances, pour parler rapidement. Et dans cette démarche-là, il est à peu près clair qu'à ce stade, compte tenu de l'évolution du trafic aérien, on ne peut pas parier sur un développement considérable d'Orly qui devra faire face pour partie à cette croissance du trafic aérien, mais sûrement pas à la hauteur des ambitions que nous avons affichées tout à l'heure. On ne peut pas faire un troisième aéroport? On en a beaucoup parlé il y a quelques années. Je dirais directement à la dernière ligne de ce qui est sur la diapositive. Le troisième aéroport est évoqué depuis bien longtemps, depuis fort longtemps. Le projet a beaucoup tourné dans les régions voisines, dans cette région aussi d'ailleurs, et dans les régions voisines. L'État a abandonné le projet. Alors, maintenant, on comprend pourquoi vous avancez sur ce projet du Terminal 4. Un des points importants, c'est quels sont les impacts potentiels de ce projet sur l'environnement. Donc l'idée est de regarder un petit peu les différents thèmes qui sont ressortis de la préparation de la concertation pour voir un petit peu comment on peut analyser les impacts. Premier point, c'est d'abord que l'enjeu environnemental est quelque chose qui est important pour le groupe ADP et vous avez structuré votre entreprise autour d'un certain nombre de valeurs et de principes que je vous propose de nous présenter. Je n'irai pas dans la précision de ce qui était présenté sur cette diapositive, sur cette page. Vous me permettrez quand même devant vous de souligner quelques éléments. Le premier élément, c'est qu'ADP, groupe ADP et les aéroports de Paris sont dans un mouvement. La preuve, nous avons déjà fait beaucoup de choses. Dans un mouvement très attentif à l'environnement.
Au-delà de ce mouvement, il faut le prouver. Là, je voudrais juste signaler que nous nous sommes engagés à avoir une neutralité carbone en 2030. Nous nous sommes engagés d'ores et déjà à avoir un achat d'électricité verte à 80% dès l'année prochaine. Sur l'eau, d'ores et déjà, nous sommes dans une démarche pluriannuelle de traitement des eaux. Sur la biodiversité, nous sommes assez en avance par rapport à un certain nombre d'aéroports dans le monde et nous souhaitons conserver cette avance. Enfin, un mot sur le bruit. Nous sommes responsables au nom de l'État, mais pour son compte, des aides à l'insonorisation qui représentent une quarantaine de millions par an. Les solutions techniques, effectivement, avec les différents partenaires, notamment les compagnies aériennes, mais pas seulement. Et enfin, nous avons un outil qui s'appelle les redevances, c'est-à-dire le tarif que nous demandons aux compagnies aériennes à chaque fois qu'elles utilisent l'infrastructure. L'objectif est effectivement pouvant être que ces tarifs soient modulés en fonction des nuisances apportées par les compagnies ou par les avions. Donc d'ores et déjà, nous avons un bouquet très nourri d'actions et de réponses à la situation actuelle. Alors ça, c'est un cadre général. Maintenant, on va rentrer sur le territoire particulier de Paris-Orly. Et un des points qui est ressorti très fortement dans un certain nombre de rencontres que vous avez organisées, c'est l'impact du bruit. Quel va être l'impact sonore potentiel du terminal 4 ? Deux commentaires illustrés à l'instant. Le premier commentaire, c'est le dessin qui est à gauche de la planche, de la diapositive. C'est sur la mesure du bruit. Donc la mesure du bruit est une mesure assez composite. Je n'entrerai pas dans la précision. En tous les cas, quelle que soit cette mesure, et avec cette mesure existante, nous nous engageons qu'avec le nouveau projet de Terminal 4 et les millions de passagers progressivement envisagés d'accueillir, nous maintiendrons le niveau du bruit atteint en 2014. Donc là, c'est un niveau qui est quand même important de souligner que malgré les évolutions du nombre de passagers et donc de vols, nous n'irons pas au-delà du volume de bruit tel qu'il est constaté en 2014. Et je me permets, la dernière ligne qui est sur la diapositive est importante. En l'état, ce calcul a été fait en l'état actuel des technologies. Donc on peut aussi penser que les constructeurs, parce que c'est une démarche pour eux qui est importante, éventuellement les compagnies s'engageront beaucoup dans cette évolution de technologie. Le dessin de droite est d'une autre nature. Vous savez qu'il y a un plan d'exposition au bruit qui existe actuellement, qui a un certain nombre d'effets sur l'urbanisme et l'urbanisation des communes concernées. Nous nous engageons à ne pas faire modifier ce plan d'exposition au bruit qui a été fixé en 2007, c'est-à-dire avec un niveau de passagers très inférieur à la situation actuelle et encore plus inférieur à la situation envisagée, de ne pas modifier ce plan d'exposition au bruit tel qu'il existe aujourd'hui. Donc sur le bruit, ce sont deux engagements tout à fait majeurs sur lesquels nous nous positionnons. Alors ça, c'est le bruit. On va regarder maintenant un autre sujet important, c'est la qualité de l'air et le climat. Quel impact du projet ? En l'état actuel, il y a deux éléments sur ce thème-là de la qualité de l'air et du climat. Il y a ce qui est directement lié à l'exploitation et aux infrastructures au sol, et il y a ce qui est lié plus directement à l'évolution du trafic en lui-même. Sur ce qui est de l'exploitation au sol des avions, nous nous engageons, nous, parce que nous sommes déjà dans une démarche aujourd'hui, donc notre engagement, on l'a calculé, on peut le prouver, le démontrer, nous nous engageons à une baisse des émissions au sol. Et nous le faisons comment ? Un certain nombre de réponses techniques, de l'électrification d'une certaine partie de la flotte, d'outils mis à disposition des compagnies en tant que de besoin, etc. Donc nous sommes vraiment là dans une diminution en valeur absolue, bien que le trafic augmente de manière considérable. Sur l'espace aérien, là c'est un engagement qui a été pris par les organisations internationales de l'aviation civile, de ne plus augmenter l'impact carbone du trafic aérien au-delà du niveau qui sera atteint en 2020, quelle que soit l'évolution du trafic aérien. Là aussi, c'est un engagement très considérable qui va au-delà de seulement la plateforme de Roissy-Charles de Gaulle.
autre sujet environnemental, c'est la gestion de l'eau et l'occupation des sols. La gestion de l'eau, deux phrases, nous avons d'ores et déjà engagé des travaux qui nous permettront de faire face à cette augmentation de trafic. Donc nous avons anticipé tous ces travaux et nous avons commencé à les réaliser. Donc là, c'est un élément d'ores et déjà engagé sur la qualité de l'eau en elle-même, son traitement et son évacuation. Sur la biodiversité, là, deux commentaires assez simples. Nous ne touchons à aucune terre agricole, bien sûr, puisque nous sommes dans notre espace de la plateforme. Et ensuite, nous nous engageons évidemment dans le respect de la loi, éviter, réduire, compenser, c'est-à-dire que nous nous engageons à avoir des démarches de biodiversité au-delà de la plateforme, si nous ne pouvons pas l'avoir suffisamment sur la plateforme. Ce sont des zones de compensation qui vont nous conduire à nous rapprocher sans aucun doute des collectivités territoriales. Alors, on parle d'un projet à moyen terme. Quels sont un petit peu vos engagements dans le court terme et entre 2021 et 2025 sur ce projet? Dans l'immédiat, donc, nous pouvons, nous, d'ores et déjà dire, parce que c'était rendu public, que nous ferons une tarification qui elle-même va favoriser ou défavoriser. Favoriser les compagnies ou les vols qui portent moins atteinte à l'environnement et défavoriser ceux qui portent plus atteinte à l'environnement. Donc il y a le bruit, mais il y a aussi les émissions de gaz carbonique. Donc avec cette démarche de tarification, c'est un péage en quelque sorte adapté et modulé, nous contribuons à le renouvellement des flottes aériennes assez considérablement. Enfin, d'ores et déjà, parce que ça a été rendu public il y a quelques jours, nous sommes dans un programme d'investissement. Le chiffre est évoqué ici, à plus de 200 millions d'euros dans les quelques prochaines années, les 5 prochaines années. Cet investissement est destiné à plusieurs choses, rénovation des éclairages, des installations de climatisation, etc., de toutes les infrastructures et équipements associés, mais aussi sur la production d'énergie, notamment à Roissy, avec un projet d'installation de géothermie, et enfin une modification des services que nous rendrons aux compagnies aériennes. Vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui prennent l'avion, que bien souvent, il y a du matériel diesel pour assurer le fonctionnement de l'avion au sol. Notre démarche, c'est de passer de ces matériels-là à des matériels à énergie électrique. Donc un certain nombre d'engagements qui induisent des dépenses d'investissement à hauteur de 200 millions d'euros pour les 5 prochaines années. Donc le projet du Terminal 4 initie, accompagne un certain nombre d'évolutions que vous engagez dès aujourd'hui. Alors, oui, enfin, autre... Donc, je me permettrai juste de dire que non seulement il accompagne, mais grâce à ce projet de Terminal 4, un certain nombre de projets sont accélérés, que ce soit en matière d'environnement ou de formation professionnelle. Ça fait un bon lien, puisque en effet, on l'a cité tout à l'heure, l'enjeu économique, enfin en termes d'emploi, est important. Et si vous pouvez nous présenter un petit peu quels seraient les impacts du Terminal 4 sur la création d'emplois. Deux types d'impacts. Je vous ai indiqué tout à l'heure le temps réservé au chantier, qui sera un temps long. Donc là, ce sont des chantiers assez classiques de génie civil et de construction d'infrastructures, jusqu'à 4 à 5 000 emplois par an pendant cette période. Et on estime que pendant la phase d'exploitation, si on arrive au terme, donc l'exploitation totale de l'aérogare, c'est jusqu'à 50 000 emplois. Pour l'instant, on est avec un groupement d'intérêt public qui a fait un calcul plus précis qui dit entre 41 et 45 000 emplois créés pour l'exploitation de ce futur Terminal 4. Je me permets de souligner un premier point, parce que c'est ressorti au cours de l'atelier thématique que vous avez évoqué. Le groupe ADP n'est pas satisfait à ce stade du faible impact de la création de ces emplois sur les territoires immédiatement voisins. Donc nous sommes dans une démarche qui se veut beaucoup plus volontariste. On est en train de réfléchir à un certain nombre d'initiatives que nous pourrions prendre avec les différents acteurs en matière d'emploi et de formation pour augmenter cette empreinte emploi territoriale, parce que les chiffres cités sont très considérables et il faut arriver à y faire face. Nous sommes d'ores et déjà dans une démarche de contact, dans le respect des règles de la concurrence, de contact préalable sur comment faire travailler le plus possible les PME, les TPE du territoire. C'est une question
d'organisation des marchés publics. Et enfin, avec les collectivités territoriales, comment on peut favoriser, et sur la plateforme et autour de la plateforme, dans un rayon qui peut être très large, l'installation d'entreprises nouvelles. Donc sur ces 3 thèmes, formation professionnelle, dont insertion, faire participer les PME, TPE aux travaux, faciliter l'installation d'entreprises nouvelles. Sur ces 3 thèmes, nous sommes d'ores et déjà en mouvement et le terme de la concertation nous permettra d'éclairer ce mouvement-là. Autre thème, c'est celui de l'accessibilité. Je le citais tout à l'heure, quand on va... alors, je connais plus de Paris, mais ça m'intéresse, on aura votre avis sur Senlis. Quand on va de Senlis à Paris-Charles de Gaulle, voilà, les transports ne sont pas très simples. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous comptez accompagner le développement du trafic en termes de mobilité ? Nous avons à ce stade 2 axes non seulement de réflexion, mais d'action. Le premier de ces thèmes, c'est effectivement le trafic routier. Sur le trafic routier, nous regrettons fortement l'importance qu'a la voiture par rapport au réseau ferré. Cette importance est large, près de 85% des 90 000 salariés de l'entreprise et là aussi près de 60% de tous ceux qui arrivent à l'aéroport. Donc nous le regrettons et pour autant nous voulons rééquilibrer le dispositif actuel puisque actuellement par le sud l'accès à l'aéroport se fait principalement par l'autoroute A1 et nous allons donner un coup de pouce à l'État pour du côté de l'Est, c'est-à-dire du côté de la Francilienne, nous allons donner un coup de pouce financier à l'État pour que l'État puisse doubler la Francilienne afin de nous permettre de rééquilibrer les accès routiers par l'Ouest, c'est-à-dire l'autoroute A1, et par l'Est, c'est-à-dire du côté de Méliès-Lamelot et la Francilienne. Donc nous sommes là dans une démarche de rééquilibrage et pour ce faire, nous aidons l'État. Sur le terrain des voies ferrées, nous sommes dans un calendrier qui nous permet de dire que d'ici là, le Charles de Gaulle Express fonctionnera. Je rappelle que l'État a pris l'engagement à ce stade que ce Charles de Gaulle Express devrait fonctionner à l'ouverture des Jeux Olympiques, mais également la ligne 17 du métro qui doit arriver avant 2030 à Charles de Gaulle Express. Nous améliorons aussi, grâce au Terminal 4, pardon, nous améliorons aussi, grâce au Charles de Gaulle Express, le transport du quotidien, notamment le RER-B, puisque nous y consacrons quelques centaines de millions d'euros. Et puis, nous travaillons avec Île-de-France Mobilité, là aussi, pour avoir des jonctions entre le réseau ferré et le réseau des autobus qui soient plus efficaces, à la fois pour les passagers dans la diversité de leur demande commerciale, mais aussi et surtout pour les salariés, puisque nous avons là un objectif de rééquilibrage de l'accès des salariés aux plateformes. Donc tout ça a été très nettement chiffré, tout ça a été mis en perspective calendaire, et ça nous permet à ce stade effectivement de souligner que d'ici 2028, la première ouverture de la première partie de l'aérogare, tous ces dispositifs seront réalisés. Voilà, le dernier point, c'est que vous représentez ici le groupe ADP, mais ce projet n'est pas fait uniquement par vous. Vous avez un certain nombre d'acteurs et de partenaires sur ce dispositif, et je vous laisse un petit peu les présenter. J'irai assez rapidement. Certes, c'est un projet porté par Groupe ADP, les aéroports de Paris, certes, et il est important de le souligner. Pour autant, on voit bien que les acteurs et les partenaires sont d'horizons variés, les compagnies aériennes, pour tout ce qui est transport, pour tout ce qui est conduite, pour tout ce qui est respect des règles, les règles d'horaire, les règles de mouvement. Donc nous travaillons beaucoup avec les compagnies aériennes, nous travaillons aussi beaucoup avec les compagnies aériennes pour définir le plan de ce que devra être la bonne aérogare, le plan de ce que devront être les accès sur l'aérogare, notamment à l'intérieur de la plateforme. Donc c'est un partenaire tout à fait stratégique, avec là aussi un traitement peut-être singulier avec Air France et son équipe ou son alliance. Nous avons évidemment un deuxième type d'acteurs, ce sont les acteurs publics. Alors, les acteurs publics, il y a l'État qui est en responsabilité de beaucoup d'infrastructures, qu'elles soient routières, qu'elles soient ferrées. Donc là, nous avons
beaucoup de correspondance sur les infrastructures, mais l'État, c'est aussi la responsabilité de l'aviation civile, donc les trajectoires des avions, la sécurité des avions. Et dans le domaine public, nous avons aussi beaucoup de relations avec les collectivités territoriales et les porteurs du suffrage universel qui sont élus, qui parlent au nom de la population, qui insistent effectivement sur tel ou tel point afin que nous puissions apporter des éléments d'information, voire des engagements, voire des réponses. Nous avons aussi des relations privilégiées avec un certain nombre d'associations. Et enfin, nous avons des relations fortes aussi avec tous les acteurs socio-économiques, quelle que soit leur forme, que ce soit des formes consulaires ou que ce soit une forme d'organisation professionnelle. Donc nous voyons bien qu'autour de ce projet de Terminal 4, c'est une équipe très considérable que nous devons essayer d'ordonner, de coordonner, de sensibiliser pour apporter les réponses à une question assez simple. Le trafic aérien va augmenter encore de nombreuses années. Comment faire en sorte qu'il nous profite à nous, à la fois en termes économiques, qu'il limite les nuisances le plus possible et qu'il porte haut l'image de notre pays, de notre région, de notre capitale. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'est vrai que vous avez tenu la demi-heure qu'il fallait tenir et c'est pas évident de présenter en une demi-heure toutes les implications, tous les effets d'un projet comme celui-là. Alors, je me tourne un petit peu vers vous parce que globalement, il y a la moitié des gens qui sont ici ce soir parce qu'ils travaillent sur le projet ou à côté du projet. Et puis, vous êtes des habitants, vous êtes des élus. Ça nous intéresse d'avoir vos retours et puis d'échanger avec vous. Je vais commencer avec vous, puisque j'ai parlé tout à l'heure avec vous. Est-ce que vous avez, avec la présentation de ce projet, un petit peu un certain nombre de réponses aux questions que vous vous posiez? Écoutez, ça demande quand même une réflexion avant de vraiment avoir une opinion. Et quels sont les sujets, justement, après avoir écouté, sur lesquels vous souhaiteriez avoir plus d'informations et sur ce projet? Ce sont les nuisances au niveau local par rapport à Senlis. Voilà. L'impact sur Senlis. Madame, alors n'hésitez pas, quand je vous donne la parole, à vous présenter en disant votre nom et puis quelle ville vous habitez, et voilà, ou si vous faites partie d'une association particulière. Je m'appelle Isabelle Aulin, j'habite Senlis. J'ai travaillé 33 ans à Air France. J'ai quitté il n'y a pas très très longtemps. Je faisais partie du personnel navigant. Je continue de travailler en tant que formatrice pour des PNC d'Air France et je dois toujours aller à Roissy. Habitant Senlis, vous prenez la 1 le matin. Si vous devez être, que ce soit 8h, 8h30, 9h, 9h30 au bureau ou prendre un avion, c'est mission impossible. Il faut anticiper. Donc, les matins où je travaille, je pars à 7h moins le quart pour être sûr d'éviter c'est à l'embranchement de la 1 juste avant les pistes. Et là, c'est infernal. Donc, les gens qui travaillent à 8h30, 9h, je ne sais pas comment ils font. Moi, j'ai des horaires décalés, c'est jouable. Donc, j'ai bien écouté ce que disait M. Comet sur l'accessibilité. La voie sud, c'est presque réglé. La voie ouest-est, c'est réglé, mais l'accès nord n'est pas réglé du tout. Merci. Les troisième question, et puis on... Ce ne sera pas une question, ça sera une réponse. Bonsoir, Pierre-Michel Candeau. J'habite ici depuis 40 ans. Je suis un ancien commandant de bord d'Air France et vous me voyez de temps à autre avec mon camarade Michel Chevalet quand malheureusement il y a un avion qui tombe une fois tous les siècles. Madame, je répondais à votre question pour Senlis. Je n'habite ici que depuis 40 ans, donc je peux vous dire un peu ce qui s'y passe. Nous voyons avec notre ami Jérôme Bacher, sénateur de Senlis, que les avions qui survolent Senlis ne le font jamais à moins de 3000 mètres. Jamais. Et pour vous en convaincre, vous avez un appareil portable, un téléphone? Quelle marque? Oui, ben c'est parfait. Vous regardez l'application Flight Radar 24. Et dessus, vous avez tous les petits avions qui survolent Senlis. Et vous regardez, ils vont vous dire, cet avion est à 3000 mètres. Il va à Roissy, où il est à 9000 mètres et il s'en va en Espagne. Donc, pour le bruit, Senlis et tout ce qu'il y a autour, quoi.
je vous passe pour J'ai habité pendant 35 ans le Plessis-Belleville et je peux vous dire que je savais le dimanche soir que les charters atterrissaient. J'ai été moniteur d'aéroclub au Plessis-Belleville, donc vous devez plus entendre les petits avions d'aéroclub que les finales. Alors les finales, non, mais je vais vous dire, au Plessis-Belleville, d'abord, elles passent, alors si vous avez les décollages de la piste 09, c'est à peu près 10% de l'année, les vents d'est. Hein, on décolle toujours comme les oiseaux face au vent. Donc là, les avions au Plessis, ils passent aux alentours de 1800-2000 mètres au décollage. C'est vrai que c'est... Et quand ils arrivent de l'est, donc pour se poser, ils passent plutôt au nord de Meaux. Donc ça fait quand même assez loin du Plessis-Belleville. Et là, ils arrivent à 3000 mètres et ils descendent par paliers à vitesse réduite et ils commencent leur descente à 1200 mètres seulement en ayant passé le Plessis-Belleville. Les charters, ils sont... Alors, je vais quand même laisser la parole au groupe ADP parce qu'il y a deux thèmes qui ont été évoqués. Alors, le premier, c'est celui de l'impact sur Senlis. Est-ce qu'il y a des précisions complémentaires au-delà de la réponse de monsieur? Il y avait deux sujets, il y avait l'environnement, le bruit, et puis il y avait l'accès. La mobilité aussi, l'accès. L'accès, il y a des experts devant moi, donc je parle avec beaucoup de précaution devant eux. Néanmoins, madame, il y a un sujet important, je crois, que j'ai souligné, c'est que nous allons donner un coup de pouce à l'État pour doubler la francilienne. Donc par le nord, si vous voulez, l'accès à la francilienne, c'est-à-dire l'accès est de la plateforme du côté de Ménil-Amelot, devrait être très détendu et beaucoup de personnes qui viennent en voiture du nord pourront aller soit vers l'ouest, soit vers l'est, ce qui aujourd'hui est assez peu le cas. Les gens vont assez naturellement sur la bretelle que vous citez, qui est effectivement côté ouest. Donc ça, c'est un premier point important. Quand la francilienne sera doublée, le rond-point refait, etc., et là, on est en gros en 2024, hein, la fluidité devrait être considérablement améliorée. Pour autant, est-ce que c'est suffisant? Sans doute non. C'est pour ça que d'ores et déjà, l'État, ADP à sa place, et la société d'autoroutes concessionnaires discutent sur des projets éventuels. Mais ces projets ne pourront être formalisés éventuellement qu'après que le bouclage de la francilienne soit réalisé, c'est-à-dire qu'on aura mesuré l'impact réel de la circulation, ceux qui vont à l'est, ceux qui vont à l'ouest. Donc, première étape, c'est celle-ci. Nous mesurons les faits et par anticipation, des conversations sont engagées avec la société concessionnaire, surtout par l'État, sur les évolutions possibles. Mais là, il y a un expert devant moi. Est-ce que j'ai pas dit trop de bêtises? Je lui laisse la parole. Bruno Mingon, vous êtes directeur adjoint de l'ingénierie et de l'aménagement. Oui, bonjour. Donc effectivement sur les accès, non, ce que vous avez dit tout à fait exact, donc je ne vais pas le répéter. Un troisième élément aussi, c'est qu'il y a un projet porté depuis maintenant assez longue date par la SNCF pour créer une liaison entre les villes de Picardie et l'aéroport de Roissy, et notamment avec des TER qui partiraient de Creil pour desservir l'aéroport Charles de Gaulle. Et donc, ces trains permettraient d'apporter une liaison en transport en commun assez efficace avec un train tous les demi-heures pour desservir l'aéroport Charles de Gaulle à partir de plusieurs gares de l'Oise, dont le secteur de Chantilly et de Senlis. Deux mots peut-être sur la pollution. Je confirme tout à fait ce que dit monsieur, dont c'est avec sa profession de pilote, le fait qu'il est de toute façon parfaitement compétent, mais on est bien effectivement sur des altitudes en matière de bruit autour de 3 à 4 000 mètres, aussi bien face à l'est que face à l'ouest. Dans un cas, c'est des atterrissages, dans l'autre côté, c'est des décollages. Et sur la pollution de l'air, ce qu'on peut dire, c'est que en fait, les aspects de pollution de l'air diminuent énormément dès qu'on s'éloigne de l'aéroport. Concernant les particules fines, qui sont un élément important, Air Paris estime que l'impact des particules fines ne dépasse pas le périmètre de l'aéroport lui-même. Et concernant les oxydes d'azote, il est considéré que
l'impact est de l'ordre de 30% quand on est à 1 km de l'aéroport, et après il diminue très rapidement également. Et donc quand on est dans la région de Senlis, on est déjà à un certain nombre de kilomètres, et donc ces éléments ne sont plus sensibles. Et sur ce point-là, on va compléter nos études. On est en train de faire des études de simulation pour avoir des données plus précises concernant ces impacts. Mais enfin, voilà, sur Senlis, ils sont effectivement assez limités. Merci. On va continuer les questions. Docteur, vous êtes venu ici, vous venez de Senlis. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport au projet? Mais moi, j'ai des petits doutes quand même. C'est-à-dire que vous nous dites, la pollution, c'est bien, ça va diminuer, c'est génial. J'ai l'impression d'entendre les politiques, là, tout va bien, c'est génial. Mais on va doubler quand même le trafic aérien, si je ne me trompe pas. Ne me dites pas qu'il n'y aura pas une répercussion sur la santé de vous tous et de vos enfants, de vos bébés, parce qu'on le voit déjà apparaître avec les particules fines. Donc il y a votre santé déjà qui est là. Qu'en dehors de l'avion, il y aura aussi les effets indirects. Ça veut dire doublement du trafic aérien. Ça veut dire aussi augmentation du trafic routier. Nous, à Senlis, en plus, d'ici quelques temps, on va avoir un gros truc qui va nous amener plein de camions qui s'appelle Amazon. Donc ça veut dire qu'on va subir tout ça. Donc au niveau de notre santé, on va dire... Senlisien, même si les avions sont très hauts et polluent pas, enfin, ils participent quand même au réchauffement climatique. On fait des taxes exprès pour ça. Donc j'ai quand même des doutes sur l'innocuité au niveau de la santé. Merci. Je vais prendre un autre avis. Monsieur, vous êtes... non, vous avez eu les infos que vous souhaitiez. Il y a des questions? C'est Claude Poitou, j'habite Courteuil. Qui m'interroge, c'est ce doublement du trafic aérien que vous énoncez comme a priori de base. Alors, il y a certainement des études qui ont été faites très poussées, mais est-ce qu'il y a une analyse à laquelle on peut avoir accès en définissant un peu ce trafic aérien? Quel genre de passagers, touristes, genre trafic d'affaires, enfin bon, déplacement d'affaires? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des détails sur ce doublement du trafic aérien? Deux thèmes que je vous laisse. Oui, non, je vous en prie, peut-être on va vous donner tout de suite une réponse très, très précise. Je me permettrai peut-être d'ajouter un petit mot plus général tout à l'heure. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, doublement du trafic aérien, non. On vous a présenté effectivement quelles sont les échéances programmées par un certain nombre d'organisations internationales, IATA, la Société mondiale des compagnies aériennes, ou l'OACI, l'officine de l'ONU qui est en charge du transport aérien. La prévision de doublement, elle est à l'échelle mondiale, pas du tout sur Charles de Gaulle. Sur Charles de Gaulle, les chiffres que nous avons indiqués montrent que nos prévisions dans le cadre du Terminal 4, qui sont sourcées dans le document de concertation, vous pouvez les retrouver, si je ne dis pas de bêtises, page 39 et page 40 du document, montrent une augmentation de 37 à 40 millions de passagers sur un trafic qui, sur 2018, était de 72 millions. Donc on prévoit d'augmenter le nombre de passagers entre plus 29 et plus 39%. Alors c'est certes substantiel, mais ce n'est pas un doublement. Ça, c'est le premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, cette augmentation de trafic passager ne va pas augmenter une augmentation absolument égale du nombre de mouvements avions. Pourquoi? Parce que les modules des avions augmentent, le nombre de passagers qui sont à l'intérieur des avions d'Orly, de Roissy et de bien des aéroports du monde augmente. Donc le nombre de mouvements va être inférieur à cela. Là aussi, on a indiqué dans le document de concertation que le nombre de mouvements anticipés à l'horizon de l'exercice 2037, donc la mise en service complète du terminal, serait de 144 à 184 000, si je ne dis pas de bêtises, mouvements supplémentaires sur un nombre de mouvements qui est de 480 000 cette année. Voilà, donc ça c'est pour les chiffres tels que nous les prévoyons. Je
terminerai peut-être par Amazon. Je pense qu'à travers l'exemple que vous donnez, monsieur, peut-être votre question souhaitait-elle aborder un sujet qui allait un peu plus loin, qui était la question du trafic de marchandises et peut-être des avions cargo. En tout cas, sur Amazon, soyez absolument rassurés du sujet. Le trafic qui est sur les plateformes Amazon autour de Roissy n'a absolument rien à voir avec les flux de marchandises transportés par voie aérienne. C'est-à-dire, pour être très précis, les plateformes logistiques d'Amazon, ils sont venus nous voir, je suis bien placé pour le savoir parce que je suis l'ancien responsable du développement immobilier du groupe Aéroport de Paris, donc j'ai pu traiter ce dossier-là. Et précisément parce qu'il n'y avait aucun flux dans les plateformes logistiques Amazon, que ce soit celle de la RN2, celle qui va s'implanter sur Senlis ou un peu plus haut sur la route des Cathédrales, il n'y a pas de trafic dans ces plateformes logistiques qui concernent le flux de marchandises. Et donc, les camions que vous évoquez, monsieur, sont sans liaison avec le sujet qui nous occupe ce soir, qui est le développement d'une réponse à un flux prévisionnel de passagers qui viendra à Paris par tous les moyens. On est en train de parler de l'augmentation de la classe moyenne chinoise. Ce sont eux qui vont venir. Et ce n'est pas les entrepôts logistiques d'Amazon, qu'ils soient à Senlis, sur la RN2 ou ailleurs, qui vont modifier en quoi que ce soit les prévisions de trafic. Ce que je voulais dire, c'est que je sais bien qu'Amazon et l'aéroport, c'est pas la même chose, mais on a déjà une augmentation du trafic, nous, qui va se faire, même sans le terminal 4, du fait des camions d'Amazon. Ne me dites pas que s'il y a des hangars, il n'y aura pas de camions. Donc c'est clair, et comme disait la dame qui est là, le trafic Senlis-Paris, ça va être génial. Sans compter qu'en plus, nous, on a aussi sur Senlis, on a des quartiers qui se créent. Je vois, on a sur Senlis, on a le quartier écologique, 117 appartements, ça veut dire 150 à 300 voitures en plus. Je veux dire, qu'est-ce qui prime? C'est le rendement économique ou c'est la santé des gens? Si c'est le rendement économique, bon, d'accord. Mais pas pour moi. Henri-Michel Commet, oui, sur cet aspect de santé. Ne nous méprenons pas, je me suis permis de le dire tout de suite, je me permettrai 3 observations. Je me suis permis de dire tout de suite que ce que nous cherchons quand nous sommes une infrastructure, ce n'est pas le rendement économique, c'est la création d'emplois. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr. Donc ça, non, attendez, je veux... Donc, je me permettais juste cette précision. Ce n'est pas le rendement économique d'une entreprise, c'est la création d'emplois pour la population. La santé, mais elle est majeure, elle est supérieure. Nous partageons, mais à 100%, plus s'il le fallait, ce souci de santé publique. Bien plus, monsieur. Mais alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous, au titre de l'aéroport, je l'ai dit en quelques mots, je ne reviens pas sur le fait que ce n'est en rien un doublement du trafic, c'est une augmentation de 20% du nombre d'avions pour une augmentation d'un peu moins de 40% de passagers. Donc c'est 20%. C'est important. Et par rapport à ça, nous, on s'engage sur, je l'ai dit tout à l'heure, à réduire en valeur absolue les émissions de la plateforme. On s'engage aussi, pour ce qui a été dit tout à l'heure, à l'accès ferré, puisque les effets induits de l'accès routier sont importants à prendre en considération aussi. Nous, notre démarche, je l'ai démontré avec quelques axes, etc., je ne reviens pas dessus, mais à quasi doubler, à horizon de 10 ans, le transport ferroviaire par rapport aux salariés, passagers, accompagnants. Donc on intègre aussi les effets induits en soutenant les projets d'infrastructure que j'évoquais tout à l'heure. Il y a un 3e point important, c'est qu'il y a une agence indépendante qui est en charge, sur sollicitation de l'État, de veiller à ce que les compagnies aériennes respectent bien les règles qui sont fixées par la norme. C'est une autorité indépendante, donc voilà, nous souhaitons juste, à l'égard de cette autorité, qu'elle fasse appliquer les normes dans leur plus grande rigueur, dans leur plus grande intégralité. Donc, la santé, nous partageons à 100% le souci, et en plus, nous démontrons que nous apportons des outils pour la plateforme, des éléments de réponse, d'information, pour la plateforme, mais aussi pour les autres acteurs. Et enfin, vous me permettrez, c'est la 3e et dernière remarque, j'étais un peu long, je vous prie de m'en excuser.
Nous avons dans quelques jours, cela a été cité tout à l'heure, une réunion dite atelier réservée à ce sujet-là, et de laquelle nous espérons sortir un certain nombre de propositions complémentaires à ce que nous faisons d'ores et déjà ou que nous voulons faire dans les prochaines années. Donc voilà, excusez-moi, j'ai été un tout petit peu long, monsieur, mais je souhaitais aborder ces 3 points devant vous en complément de ce qui vous a été dit. Alors, il y aura d'ailleurs le compte-rendu de cet atelier, si vous ne pouvez pas venir, puisque c'est, je crois, la Maison de l'Environnement, je crois, de Roissy. Bruno Mingon, vous souhaitiez apporter des précisions. Oui. Sur cette question effectivement des transports, il faut bien se rappeler effectivement qu'il y a plusieurs grandes infrastructures de transport qui sont programmées en même temps que le projet. Je rappelle, il y a la ligne 17 du Grand Paris Express. J'évoquais les projets sur l'Oise. Il y a le projet CDG Express. Île-de-France Mobilité a prévu d'augmenter les capacités du RER B. Et puis, il y a aussi des réflexions sur les bus. Donc, un des grands enjeux pour accompagner le projet, c'est effectivement un basculement modal le plus important possible vers les transports en commun et un moindre usage de la voiture à des niveaux plus locaux. On réfléchit aussi à des questions de circulation douce et donc d'usage du vélo pour aussi jouer dans ce sens. Sur les aspects de changement climatique, qui était évoqué. Là, on est plutôt sur les émissions de CO2. Donc là aussi, on peut rappeler qu'au niveau mondial, l'ensemble des acteurs du transport aérien et à travers l'OACI, donc ce sont bien les pays qui aussi ont pris cet engagement à ce niveau mondial. Donc il y a un engagement de prix d'avoir une croissance du trafic dans le cadre d'une neutralité carbone par rapport à l'année 2020. Donc c'est un élément qu'il est important de retenir dans ce cadre du changement climatique. Et puis, je crois qu'il y avait une dernière question sur les typologies de passagers, donc je vais en profiter du coup pour y répondre. Le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que le trafic tourisme augmente plutôt plus que le trafic d'affaires. Ce sont plutôt des touristes, avec sûrement deux éléments à la clé. On l'a dit, il y a énormément de pays qui sont en développement et dont les classes moyennes sont en train d'exploser avec de très, très fortes populations. Également, on vit plus longtemps, donc les gens sont en bonne santé, malgré tout. Et donc, les gens voyagent plus et plus tard. Et c'est plutôt le trafic long courrier qui se développe plus que le trafic domestique, donc interne à la France. Trafic interne à la France, il y a eu beaucoup de constructions ferroviaires, de TGV, donc il a plutôt tendance à stagner, alors que le trafic long courrier, lui, augmente. Alors j'ai 4 questions ou remarques qu'on va prendre. On va commencer avec vous. Monsieur le maire, vous êtes premier adjoint à la ville de Senlis. Je vous laisse la parole. Marc Deloy, je voudrais vous poser 2 questions. La première, c'est lié aux aménagements. Vous avez parlé tout à l'heure de création d'un nombre important de salariés. J'ai entendu, si j'ai bien compris, 40 000 ou 50 000, c'est beaucoup. Est-ce qu'il y a une étude qui a été faite indiquant la demande de logement qui sera impactée, pas seulement à Senlis, mais dans la communauté de communes, parce que tout ça, ça se prépare à l'avance, au niveau des permis de construire, bien sûr, mais aussi au niveau des équipements scolaires, des équipements sportifs, des équipements culturels. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'on a une estimation du nombre de salariés supplémentaires qui voudraient habiter Senlis à la communauté de communes? Et la deuxième question, c'est, je vais tout à fait dans le sens de madame, lorsque c'est assez facile d'aller de Paris à Roissy, par des moyens de transport collectif, ferroviaire, métro, etc. Par contre, par le nord, à titre personnel, j'ai loupé plusieurs fois l'avion parce que il y avait des bouchons. Quand on vient du nord, c'est beaucoup plus difficile. Et je voudrais savoir quel est le timing des équipements supplémentaires que vous avez évoqués tout à l'heure. On va prendre juste une deuxième remarque aux questions, puis on passera à vous et à vous après. Bonsoir, Philippe Perrault. Non, absolument pas. Je suis habitant de Mortefontaine, une charmante petite commune à une dizaine de kilomètres au nord de Roissy. Et j'ai bien pris note des engagements pris devant nous quant au maintien du niveau de bruit et également au maintien du plan d'exposition au bruit tel qu'établi en 2007.
Bon, cependant, le projet a une durée de vie de 15 ans, enfin, au bas mot. Bon, l'avenir étant peut-être incertain côté ADP, notamment quand à une privatisation. Du coup, je voulais savoir, pour rejoindre un petit peu aussi les avis divers et variés au sujet de la pollution, quelles étaient les garanties justement qui pouvaient être contractualisées par rapport à ces engagements. Parce que c'est vrai que les engagements, c'est bien, c'est comme en politique, mais par contre, accompagner de garanties, c'est mieux, qu'elles soient financières ou autres. Merci. Merci beaucoup. Alors on commence avec cette première question, c'est quel impact, quand on parle de création d'emplois, est-ce que le groupe ADP sait géographiquement où tout simplement les emplois peuvent se créer? Elisabeth Lemasson, peut-être, hein? Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Elisabeth Lemasson. Je suis responsable du développement économique et de l'emploi pour Paris-Charles de Gaulle et Paris-Le Bourget. Donc, pour répondre à la question de Monsieur le maire, d'abord, il y a deux types d'emplois qui vont être créés avec le terminal 4. Et les emplois dans la phase chantier. Donc là, comme l'a dit Henri-Michel Comet, c'est 4 à 5 000 emplois par an pendant la période de plein, on va dire plein chantier. Ces emplois ne sont pas des emplois qui ont vocation à rester dans le territoire. Alors il y aura effectivement certainement, et nous l'anticipons, un sujet d'habitat temporaire pour les gens qui viendront travailler sur le chantier. Donc il faudra adresser ce sujet, mais ce ne sont pas des gens qui ont vocation, a priori, à s'implanter dans le territoire. Maintenant, il y a le sujet des 41 à 45 000 emplois en phase pleine d'exploitation du territoire, où là, comme l'a dit Henri-Michel Comet, nous souhaitons que ce soit le maximum de personnes qui habitent le territoire ou qui viendront habiter dans le territoire, qui puissent être les salariés du terminal 4. Alors, aujourd'hui, l'Oise, ça représente 14,6% des salariés qui travaillent sur la plateforme. L'Oise est un département qui est en forte progression depuis ces dernières années. Vous êtes juste derrière la Seine-et-Marne, qui progresse aussi, et vous êtes passé devant le Val d'Oise et passé devant la Seine-Saint-Denis, à leur grand regret d'ailleurs. Donc voilà, donc vous êtes un territoire qui est en progression pour une raison qui est que souvent quand les salariés de la plateforme commencent à avoir un parcours social, on va dire, au sein de la plateforme, ça s'accompagne d'un parcours résidentiel et on se rend compte qu'il y a des salariés, par exemple, qui habitent, qui sont d'origine du 93 ou du 95, ben, ils viennent habiter dans l'Oise ou ils viennent habiter en Seine-et-Marne. Voilà. Donc vous êtes un département qui est vraiment porteur. Et donc, ça veut dire effectivement qu'il faut qu'on collectivement, on anticipe voilà, ce qui peut se passer, comment ça peut se passer. Voilà, c'est certainement un sujet sur lequel il faut qu'on travaille ensemble. Aéroport de Paris est fondateur et soutient le comité Habitat. Donc, je ne sais pas si vous en avez parlé, qui est un organisme, une association qui aide les salariés de la plateforme à se loger, qui soutient, qui fait l'interface entre des projets de promoteurs et les salariés de la plateforme, et puis aussi qui permet de construire, alors ce n'est pas votre cas dans l'Oise, mais qui permet aussi de construire des résidences pour les salariés de la plateforme en zone sous PEB, en zone B du PEB. Donc, voilà, je pense que le sujet de l'habitat, c'est un vrai sujet qu'il faut qu'on anticipe. C'est lié aussi à la question des transports. Et l'Oise a certainement je dirais un beau devenir avec le terminal 4 parce qu'on sait que c'est un des départements privilégiés de nos salariés. Henri-Michel Comet, un autre thème a été évoqué, c'est l'engagement. Vous nous avez dit un certain nombre de choses, de principes, mais comment on peut l'authentifier et acter l'engagement du groupe sur un certain nombre de choses que vous avez dites? Merci, effectivement, c'est un sujet majeur. Je comprends le scepticisme, je comprends la démarche qui est animée par le doute, le caractère dubitatif de ce qui peut être exprimé par les uns ou par les autres. Nous voulons être dans une démarche robuste et d'engagement. Donc, au terme de cette concertation, cela a été évoqué tout à l'heure, les garants écriront ce qu'ils estiment quant à la qualité ou pas de la concertation publique, et nous-mêmes, groupe ADP,
nous devrons et nous formulerons de manière précise les engagements que nous prenons au terme de la concertation. Donc il y aura bien une formalisation des choses, messieurs, au terme de la concertation, premier point. Et deuxième point, pendant la procédure institutionnelle, à l'égard des pouvoirs publics, principalement, mais pas seulement l'État, nous devrons donc apporter non seulement des engagements, mais des garanties si nous voulons obtenir les autorisations administratives. On a évoqué dans la diapositive l'autorisation environnementale, etc. Donc nous prendrons des engagements au terme de la concertation volontaire que nous déployons ce soir, d'une part, et d'autre part, nous les aurons formalisés de manière simple, claire et définitive au moment de demander l'autorisation administrative. Donc les choses se font progressivement, mais elles se font de manière robuste, pas à pas, point à point. Ça me paraît être un élément important dans notre démarche. Ces réunions, ces ateliers, ces cafés participatifs, etc., sont destinés à entendre vos questions, à échanger des informations et à prendre des engagements. Deux autres questions ou remarques. Monsieur. Oui, bonjour, François Dumoulin, maire de Courteuil, donc c'est un petit village à côté de Senlis. Ma question, bon, le projet était bien présenté, on voit toutes les mesures compensatoires qui sont proposées, on a presque l'impression d'ailleurs que ce serait pire si on ne le faisait pas. Donc ma question rejoignait dans un premier temps l'habitant de Mortefontaine concernant les garanties qu'on avait sur ces engagements, et effectivement notamment quand l'État n'aura plus ou n'aurait plus que 20% des parts dans le capital d'ADP. Alors bon, comme vous avez déjà en grande partie répondu, je vais compléter la question. Je me demandais aussi si les investisseurs privés, donc qui vont se présenter pour éventuellement investir, auront autant d'entrain à investir sur ce projet. Autre remarque, c'est Madame. Oui, par rapport à ce que disait Madame Lemasson, je sais qu'Air France a un besoin en PNC, personnel navigant commercial, de 1000 personnes sur 2019 et 2020. Non, 1000 embauches PNC. Ma question, c'est est-ce que vous avez entendu parler d'une société qui s'appelle Carwatt, qui recycle des batteries électriques, et Air France vient de s'équiper de Carwatt. Je ne suis pas une technicienne, hein, mais au niveau de tous les push, tout ce qui push les avions. Donc tous ces appareils sont maintenant équipés de batteries électriques recyclées. Est-ce qu'ADP envisage également d'utiliser les services de Carwatt? Le fondateur de Carwatt est un ancien commandant de bord d'Air France et un de vos garants. Alors, plusieurs choses. On va prendre dans l'ordre à la fois la question de la privatisation potentielle et donc quel impact sur le projet. Donc, je vous laisse peut-être Henri-Michel Comet répondre à ce point. Sur Monsieur cette question, d'abord, mille excuses de ne pas y avoir répondu très directement quand cela a été évoqué. Le projet, enfin, la question de la privatisation existe, chacun le sait dans cette salle. C'est une question sur laquelle je n'ai pas à m'exprimer, le groupe ADP ne s'exprime pas en tant que tel. Pour autant, je me permets de dire que dans la démarche de privatisation éventuelle, donc je ne me prononce pas sur celle-ci, sur la démarche de privatisation éventuelle, l'État s'arroge le droit, c'est prévu comme ça, d'imposer ou d'empêcher des investissements dits majeurs. Nous sommes bien là dans une perspective d'investissement important pour la plateforme, donc nous entrerons tout à fait dans cette démarche de l'État qui s'est arrogé ce droit-là. Ça n'appelle pas de commentaire de ma part, mais en tous les cas, ça répond à la question que vous soulevez dans une hypothèse éventuelle de privatisation. Alors, il y a un deuxième point qu'on va évoquer, c'est Air France. Alors, il y a des représentants d'Air France qui sont là. D'ailleurs, je vais vous introduire parce que vous étiez présent à une autre réunion. J'ai appris qu'Air France était le principal employeur d'Île-de-France. Donc là, la question posée par plusieurs, c'est a priori, si le terminal 4 se fait, il va y avoir des embauches au sein d'Air France. Quelle est la réflexion d'Air France sur la localisation des salariés
Et voilà un petit peu des éléments qui ressortent des échanges. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Donc, Hervé Trinquet. Donc je vais répondre à votre question et je voulais également intervenir sur les aspects socio-économiques. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, Air France, c'est le premier employeur privé d'Île-de-France. Hein. Ça représente 40 000 emplois directs sur la région, dont 30 000 à CDG et 200 000 emplois directs, indirects et induits sur l'Île-de-France. Alors on a effectivement une réflexion sur le recrutement, puisque depuis 2017, chaque année, on recrute 4000 personnes et on a également une politique d'apprentissage très volontaire. On a 2000 apprentis. Alors c'est considérable puisque 2000 apprentis, c'est également 2000 maîtres d'apprentissage qui vont donner de leur temps, qui vont se mobiliser pour leur enseigner un métier. Voilà, donc je pense que c'est important de dire que c'est un véritable engagement et c'est bien également puisque c'est l'avenir de nos jeunes et de nos enfants. Alors, si on parle du poids économique, hein, on peut dire que Air France, c'est un acteur du développement économique de la région d'Île-de-France. C'est un acteur en termes de poids, en termes d'emploi, comme je l'ai évoqué, mais pas seulement. Je rebondis sur ce qui avait été dit tout à l'heure sur la connectivité qui est offerte par notre système de hub à Roissy-Charles de Gaulle. La connectivité, c'est-à-dire la capacité de relier les entreprises, de les relier au monde, de les relier aux marchés extérieurs. Et nous savons qu'il y a des entreprises qui viennent à Paris, en région parisienne, parce qu'elles savent qu'elles vont trouver cette connectivité. Ça crée donc de l'attractivité. On peut penser notamment à des entreprises qui font du commerce international. Je pense qu'il est aussi intéressant de parler de tourisme. Le tourisme est bien sûr relié à la connectivité et à l'attractivité. Air France, c'est le premier transporteur aérien d'étrangers à destination de la France. Voilà. Et puis le tourisme, si on peut avoir quelques chiffres en tête, c'est également 170 000 emplois directs en Île-de-France. Donc nous, en termes de croissance, on a un enjeu qui est important, qui est même majeur. Hein. Les prévisions de croissance pour le marché aérien global sont là et l'Europe ne fera pas exception. Nous, on a en tête un chiffre de 3% par an et on pense que notre modèle de hub nous permettra de prendre cette croissance, cette part de croissance. Et pour cela, nous aurons besoin d'accueillir nos passagers dans de bonnes conditions, des passagers qui, au passage, seront pour une grande partie des touristes qui vont venir créer de la richesse à Paris et en région parisienne. Alors, dans ce contexte, effectivement, Air France a besoin du terminal 4 pour notre croissance et pour prendre notre juste part de croissance du marché dont l'économie française a besoin. Est-ce que vous savez combien de salariés d'Air France habitent à Senlis, puisque c'est le sujet. Est-ce que vous connaissez un petit peu la répartition des salariés d'Air France qui travaillent sur le terminal 4 ? Vous savez où ils habitent ou pas ? Alors non, pas précisément. On a ce chiffre effectivement de 30 000 salariés qui travaillent à Roissy-Charles de Gaulle, qui vont être répartis sur l'ensemble de la région. Mais effectivement, je pense que Senlis compte beaucoup de salariés d'Air France. Monsieur le maire. Bon, alors là, je vais intervenir en tant que vice-président de la communauté de communes chargée du tourisme. On a bien compris qu'il allait falloir accueillir des habitants, donc construire des maisons, des logements, etc. Par contre, sur le tourisme, pour nous, l'argument, il n'est pas très pertinent, puisque justement, notre problème, c'est comment capter les touristes qui arrivent à Roissy. Ils partent à Paris, ils ne montent pas à Senlis, très difficilement. On arrive à capter un petit peu du tourisme d'affaires,
avec l'hôtel Escapade, des choses comme ça, c'est un peu l'objectif. Mais les touristes, les Chinois ou les gens dont on parlait tout à l'heure, eux, il faut pour avancer cet argument-là, il va falloir trouver des moyens, des solutions, des stratégies, je ne sais pas quoi, dans ce terminal pour qu'ils aient l'idée de monter au nord et pas descendre directement sur Paris, quoi. C'est bien noté. Alors, il y a une question sur Carwatt, c'est ça? Est-ce que Henri-Michel Comet, vous connaissez Carwatt? Compte tenu des précisions qui ont été apportées par madame, et je l'en remercie sur la création de cette entreprise, je me dispenserai de tout commentaire, mais j'ai bien noté ce que vous avez indiqué, madame. Je me permets juste de dire que le traitement des déchets, je généralise un peu le propos, hein, je vous prie de m'en excuser, mais c'est nécessaire en l'occurrence. Le traitement des déchets est pour nous un sujet majeur sur lequel nous progressons très très vite. Je n'ai pas voulu insister dans la diapositive qui était présentée, mais nous progressons très très vite sur cette démarche-là. Voilà, quant à l'entreprise, à ce stade, merci de l'avoir souligné. Elisabeth Lemasson. Oui, je vais peut-être juste apporter un complément. Si j'ai bien compris, le recyclage de batteries concerne des pushes. Donc ces pushes, c'est ces petits engins qui repoussent les avions quand ils sont en usine par rapport au terminal. Et les pushes, c'est de la responsabilité des assistants en escale. Donc, Aéroport de Paris n'est pas directement concerné. Alors, en revanche, on est concerné en tant qu'aménageur de la plateforme. Et donc, effectivement, c'est peut-être un sujet que l'on peut regarder avec les assistants en escale pour voir si effectivement il n'y a pas une opération un peu, on va dire, collective de recyclage de batteries. Mais ça, c'est notre rôle en tant qu'aménageur, hein, de la collectivité des acteurs de la plateforme, mais on n'est pas directement concerné. En revanche, on est directement concerné, et c'est ce qu'on fait quand on équipe nos passerelles et nos pré-passerelles de 400 Hz. Donc, quand on supprime, comme disait Henri-Michel Comet, quand par cet équipement électrique, donc qui fait que les avions peuvent se brancher directement sur les 400 Hz, ce qui évite l'utilisation à la fois ce qu'on appelle les GPU, c'est-à-dire les Ground Power Units, donc qui sont ces moteurs diesel absolument infâmes que vous trouvez sur la plateforme, beaucoup moins maintenant. Et puis, ce que faisaient aussi les avions, ils utilisaient leurs moteurs auxiliaires, les APU, Auxiliary Power Unit. Donc maintenant, avec cette généralisation qu'on fait des 400 Hz, c'est beaucoup moins polluant sur la plateforme. Autre question ou remarque d'un habitant de Senlis. Merci, bonsoir et merci pour ces échanges et cette présentation très, très intéressante. Moi, effectivement, je suis sur Senlis. Je reviens sur le problème du transport de Senlis vers Roissy et même pour moi, à titre personnel, plus vers Paris quasiment tous les jours. La liaison, on parlait de la liaison du barreau Creil-Roissy. Effectivement, Creil-Roissy, il y a des trains qui vont partir de Pont-Sainte-Maxence, de Compiègne, qui vont passer par Creil, qui vont descendre à Chantilly-Roissy. Voilà, et même éventuellement aussi d'Amiens, puisque c'est prévu, Amiens-Roissy avec la liaison, la future liaison. Mais Senlis, voilà, on n'aura pas cette liaison qui passera par Senlis. Donc, vous disiez que ça allait, enfin, à part prendre sa voiture et aller sur un parking de rabattement qui est toujours difficile à trouver en termes de place, ils sont assez saturés. Voilà, ça ne va pas forcément, enfin, en l'état actuel de la situation, apporter des solutions intéressantes. Vous avez raison, monsieur. Je vais donner la parole à Bruno Mingon. Je me permets de dire qu'il n'y a pas une réponse ou une information unique pour traiter les questions de trafic, quel qu'il soit, domicile, travail ou loisirs, etc. C'est l'addition de chacune des actions, l'addition de chacune des opérations qui permet d'apporter une réponse globale. S'il y a plus de gens dans les trains, il y a moins dans les voitures. S'il y a plusieurs accès à une plateforme, ça permet de diluer, entre guillemets, le trafic routier, etc. Donc nous essayons d'être dans une démarche la plus globale possible dans l'accès à la plateforme. Pour l'autre partie de votre question, l'accès à Paris, ça nous échappe un tout petit peu. Mais pour ce qui est de l'accès à la plateforme, notre position, elle est forte. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont complémentaires les uns avec les autres. On va parler des taxis volants, peut-être, dans quelques années.
Dans l'immédiat, on est sur réseau ferré, réseau routier, dans la diversité des moyens. Donc voilà, mais Bruno Mingon a peut-être un complément à apporter. Moi, je voulais juste souligner qu'il n'y a pas de réponse unique, sauf que c'est l'addition de tout qui nous permettra d'avoir une meilleure accessibilité. Oui, enfin, non, il n'y a effectivement pas de réponse parfaite. C'est-à-dire qu'effectivement, le réseau ferré ne peut pas desservir absolument toutes les communes, dans tous les départements qui entourent la plateforme. Et donc, effectivement, on est bien obligé de fonctionner avec des systèmes de rabattement, alors qu'ils peuvent être des rabattements avec des bus organisés donc par les régions, par les collectivités en charge, ou à travers l'installation de parking relais qui permet aux gens de limiter leur trajet en voiture et de rejoindre un transport collectif. Mais je n'ai pas de réponse effectivement favorable, enfin positive à vous apporter quant à la desserte de Senlis, qui est guidée par le trajet existant des voies ferrées, quoi. Alors, monsieur me disait qu'il y avait un bus, c'est ça? Je vous laisse la parole. Oui, un autobus qui démarre de Creil et qui passe à Senlis, à la gare routière de Senlis, et qui va à Roissy. Ça marche bien, mais quand il y a un bouchon, eh bien, le bouchon s'applique à tout le monde. Merci. Alors, autre remarque de madame ou question? Non, c'est vous? Oui? Non, d'accord, je croyais. Comme je crois avoir à peu près demandé à tout le monde. Madame, je n'ai pas demandé si vous aviez une remarque ou une question. Non? Alors, allez-y, il faut que tout le monde parle. Allez-y. Bonjour, je voulais juste dire que cette fameuse ligne Creil-Senlis-Roissy, qui est la ligne 40, fonctionne bien dans l'ensemble, puisque moi je la prends très souvent, et samedi, dimanche et tous les jours. Bon, là, juste au matin, vers 9h du matin, là, on n'est pas sûr. Mais sinon, les autres heures, c'est 35 minutes à chaque fois. Et il est toujours à l'heure. Très bien. Alors, qui n'a pas pris la parole et qui... Madame, non? Si, super. Bonsoir, merci. Pascal Mathieu, j'habite à Senlis. Et alors, je m'interroge, moi, je suis heureuse d'apprendre qu'ADP a en effet une structure qui est chargée de développement économique, mais j'en doutais pas tant que ça, en fait. Mais je voulais savoir quels échanges vous avez avec les collectivités territoriales, dans les communautés de communes, puisque c'est elles qui ont la compétence économique aujourd'hui, et dans la perspective d'en effet capter un certain nombre d'entreprises qui ne manqueront pas de venir, et c'est bien tout l'intérêt d'un territoire comme le nôtre que d'arriver à capter ce type de... Moi, j'aimerais bien. Municipal arrive. Vous l'avez été. D'accord. Alors, Elisabeth Lemasson. Je vous remercie d'abord de votre question et d'autres remarques, parce qu'on a essayé, alors moi personnellement, j'ai essayé il y a quelques années de prendre contact avec l'agence de développement du sud de l'Oise. Et j'avoue, sans grand intérêt malheureusement de ce côté-là. Alors, on se rend compte qu'effectivement, il faut qu'on crée ces liens. Donc moi, vraiment, je suis à votre disposition pour vous expliquer tout ce qu'on fait, parce qu'on est très actif en matière d'attractivité et de développement économique, notamment avec l'outil partenarial qui est le JIP Emploi Upstart, parce qu'on a créé une alliance Upstart il y a une dizaine d'années pour promouvoir le territoire du Grand Roissy-le-Bourget. Alors, c'est vrai, disons-le, l'Oise n'est pas encore dans le Grand Roissy-le-Bourget. Il y a peut-être un truc à faire. Alors, je sais bien, c'est pas simple, parce qu'on n'est pas dans la même région. On n'est pas dans la même région. Mais, voilà, on essaye on a réussi à casser les barrières au sein les barrières départementales et des EPCI au sein du territoire du Grand Roissy-le-Bourget. Allons plus loin, soyons plus ambitieux et essayons de casser les barrières entre deux régions. Ça serait formidable. Je travaille un peu avec l'agglomération de Soissons, le Grand Soissons, qui a en effet une structure de développement économique qui est évidemment un petit peu plus importante que la nôtre parce que c'est un territoire plus vaste, plus peuplé. Et alors eux axent en effet énormément leur développement sur celui de la plateforme. Vous êtes encore... On n'a pas de contact avec eux. Non. Donc moi je suis super partante. Juste un petit complément. Nous avons pris les premières attaches avec les présidents des communautés à l'occasion de ce projet. C'est pour ça que je me permets de dire que ce projet est un accélérateur pour un certain nombre de choses. Donc on a pris la tâche des présidents, alors les comités de communes tels que vous les évoquez, bien sûr, et vous au premier chef, mais il y a aussi les conseils régionaux. Donc il faut que les présidents ou les responsables de ces collectivités, dans leur diversité, se parlent et s'entendent pour, comme le disait Madame Elisabeth Lemasson,
casser, entre guillemets, les frontières administratives et politiques au service de l'emploi. Donc les premiers contacts ont été noués. Maintenant, il convient effectivement de les traduire de manière plus concrète. Ça prend un petit peu de temps. Vous connaissez la vie publique. Voilà, à nous d'accélérer le plus possible. Nous sommes à notre place, tout à notre place, mais dans une volonté très claire, comme l'a dit Elisabeth à l'instant, d'aboutir au meilleur résultat possible. Nous ne sommes pas satisfaits du taux d'emploi local actuel. Donc nous voulons augmenter cette participation de la population de proximité à la création de valeur, à la richesse, etc., de la plateforme. Et puis, il y a un autre sujet aussi sur lequel on peut travailler ensemble, et vous parliez d'attractivité, qui est l'implantation des entreprises internationales. Parce qu'on sait bien que l'aéroport est un formidable aimant pour toutes les entreprises qui sont dans ce qu'on appelle dans notre jargon sur l'économie de la connectivité, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas support de l'activité du transport aérien, mais qui sont utilisatrices du transport aérien, que ce soit passager ou fret. Et il y a un certain nombre d'entreprises internationales qui souhaitent s'implanter autour de la plateforme de CDG parce qu'elles sont utilisatrices, parce qu'elles sont dans le commerce international, ou parce qu'elles sont dans le tourisme d'affaires, ou parce qu'elles sont, etc. On a un certain nombre de filières comme ça, ou dans la logistique, haute valeur ajoutée, etc. Et donc, il faut qu'on travaille, et ces entreprises-là, quand ce sont des entreprises chinoises, ou des entreprises japonaises, ou des entreprises vers des Émirats arabes unis, quand elles cherchent une implantation en Europe autour d'un grand aéroport, on est complètement en concurrence avec les autres hubs. On est en concurrence avec Schiphol, on est en concurrence avec Francfort. Donc il faut qu'on se batte collectivement. Et c'est pour ça qu'on a formé ce Gigi Emploi Upstart, cette alliance Upstart, pour se battre collectivement à l'international, pour remporter ces entreprises qui s'installent autour des aéroports. Oui, monsieur, docteur. Vous parlez des entreprises, on entend souvent une des causes du chômage, et c'est votre intervention peut-être, les patrons ne trouvent pas de personnes qualifiées. On voit des boîtes comme LVMH, etc., qui créent des écoles d'apprentissage pour leurs propres entreprises. Est-ce que vous, dans le cadre d'ADP, vous allez rentrer dans cette ambition de créer des vraies écoles d'apprentissage pour tous ces jeunes qui n'ont pas de formation parce qu'ils sont sortis à 16 ans de l'école et qui n'ont aucun diplôme ni aucune formation? D'abord, il y a des écoles qui existent pour les métiers aériens. Là, la question que vous posez, monsieur, et merci de la poser, c'est pour les métiers aéroportuaires. Donc, c'est beaucoup plus large. C'est beaucoup plus large. Hein. Il y a 400 métiers possibles, excusez-moi du chiffre, mais c'est le recensement qu'on a fait, 400 métiers possibles sur les plateformes. Donc, on est dans cette démarche-là. Je vous remercie infiniment de la suggestion que vous formulez. Elle enrichit notre réflexion. Et c'est au terme de cette phase-là que nous verrons les éventuelles modalités. Oui, non, comment on peut aller dans cette démarche-là. Mais je vous remercie infiniment de cette question parce qu'elle nous permet à nous-mêmes de progresser sur ce que vous évoquez, monsieur, à savoir est-ce que nous, en tant qu'entreprise, nous pourrions nous engager un peu plus ou beaucoup plus dans la formation des métiers aéroportuaires. Donc merci pour la question et ça fait tourner un peu nos neurones. Hein. Et la réponse devrait être apportée probablement dans les prochaines semaines. Question ou remarque d'un salarié, hein, c'est ça? Retraité. Bon, je reprends la parole. Alors, je vois qu'il y a des jeunes, il y a des parents, il y a des retraités, des grands-parents. Eh bien, écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer, vous le savez déjà, que dans les 20 années à venir, il y aura 500 000 places de pilotes dans le monde. Ça fera à peu près 10 000 pour la France, pour alimenter tous les gens du baby-boom qui sont partis comme moi. Et il va y avoir des dizaines de milliers d'emplois dans l'aéroportuaire, dans l'aérien. Donc, dites à vos enfants, aux petits-enfants qu'il faut qu'ils travaillent quand même un peu à l'école, mais après, on va s'occuper d'eux. Et ils auront du travail. Oui. Pardon. Oui, je vais juste. Alors, je suis complètement d'accord avec ça, bien évidemment. Je vais juste apporter un complément. C'est que vous parliez du baby-boom, mais le baby-boom, il est aussi pour les gens qui travaillent à CDG. Parce que l'aéroport, il a été ouvert en 1974. Donc, dans les années qui viennent, on va voir plein de gens qui vont partir à la retraite. Donc, on a
Et donc, c'est un vrai sujet pour nous, parce qu'on a non seulement les 41 à 45 000 emplois du Terminal 4 qui vont arriver, mais on a en plus tous les salariés de la plateforme qui vont partir à la retraite dans les 10, 15 ans, 20 ans qui viennent. Et donc là, c'est un vrai sujet. On a un vrai sujet de turnover, on a un vrai sujet de transmission de savoir, parce que tous les gens qui ont travaillé depuis 30 ans, 40 ans sur la plateforme, ils ont un vrai savoir. Donc ça, c'est un vrai sujet de RH à l'échelle de la plateforme. Et les DRH, d'ailleurs, de Charles de Gaulle commencent à en parler, de toutes les boîtes commencent à en parler ensemble, parce qu'on a un vrai sujet collectif. Donc oui, nos enfants, ils peuvent travailler à Charles de Gaulle demain. C'est une formidable opportunité. Les petits-enfants aussi. Et pour ça, il faut être effectivement formé. La formation est un vrai sujet. Et comme le dit Henri-Michel Comet, c'est un sujet qu'on prend en bas le corps, sur lequel on travaille d'arrache-pied, on commence à travailler d'arrache-pied avec les rectorats. Mais il y a non seulement le sujet de l'orientation, c'est-à-dire créer les bonnes filières d'orientation avec les bons contenus adaptés aux emplois de demain, mais il y a aussi un autre sujet dont on ne parle pas assez, qui est la question de l'orientation. Parce que ce n'est pas le tout de créer les tuyaux de la formation. Il faut que nos jeunes, ils aient envie de rentrer dans ces cursus de formation. Or, on se rend compte de quoi? Alors, c'est probablement pas vrai pour l'aérien, parce que le mythe de l'aérien existe toujours. Mais dans les métiers aéroportuaires, comme dans les métiers de la construction d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a l'image n'est pas forcément, les métiers ne sont pas forcément bien connus. Henri-Michel Comet, il y en a 400. Je pense qu'on vous aurait posé la question, vous n'aurez jamais dit qu'il y avait 400 métiers sur Charles de Gaulle. Donc les métiers sont mal connus. Certains métiers ont une mauvaise image. Je prends typiquement les métiers de l'hôtellerie-restauration. C'est un secteur qui est en plein boom sur le territoire du Grand Roissy-le-Bourget et spécifiquement sur la plateforme, parce qu'on ouvre beaucoup d'hôtels, on ouvre beaucoup de restaurations dans les terminaux. On fait 2 à 3 forums de recrutement sur ces métiers-là par an, avec à chaque fois à peu près 300 offres. Mais on n'arrive pas à trouver des jeunes qui veulent venir dans ces métiers. Il y a un problème d'image de ces métiers. C'est la même chose pour la sûreté. Donc on a aussi un travail collectif à faire pour faire connaître ces métiers, pour les valoriser, pour expliquer qu'il y a des vrais parcours professionnels sur les 400 métiers de la plateforme. Et pour votre information, on va ouvrir une cité des métiers, donc une cité des métiers qui va être labellisée. Vous connaissez tous la cité des métiers de la Villette. Eh bien, on ouvre une mini-cité de la Villette à Charles de Gaulle, à Roissy-Paul à la fin de l'année. Et ça, je crois que ça va être vraiment important, parce que c'est là aussi que nos jeunes pourront s'informer sur les métiers, des métiers d'aujourd'hui, les métiers de demain, les formations qui mènent. Donc voilà l'information. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Une remarque sur ces besoins de formation? Je ne vais pas ajouter grand-chose à ce que vient de dire Elisabeth Lemasson, sauf à rebondir sur ce que tel ou tel d'entre vous avait dit. On prépare à un horizon lointain des jeunes gens d'aujourd'hui. Nous sommes donc en relation sur ces sujets-là avec le rectorat de ce territoire. C'est important de le souligner, puisque nous sommes dans une démarche très positive et que nous voulons amplifier, d'accueil de collégiens, des stages de 3e. Donc on est en relation avec le rectorat de ce territoire pour augmenter le nombre de stages de 3e, des jeunes gens, de collégiens de 3e, sur la plateforme dans la diversité des entreprises. Donc ce n'est pas tout à fait la formation professionnelle, ce n'est pas encore l'orientation, c'est juste avant. Et voilà, nous sommes en travail grâce notamment au projet du Terminal 4. Quand je vous dis que le projet Terminal 4 est un accélérateur, voilà encore une démonstration supplémentaire. Merci. On arrive un peu au terme de cette réunion. C'est une réunion qui change un petit peu avec d'autres réunions qu'on a. D'abord parce que je crois avoir à peu près demandé à tout le monde si les uns et les autres souhaitaient parler. Alors il y a 2 personnes qui n'ont pas pris la parole parce qu'on a répondu aux questions sur l'accès routier du Nord, sur la privatisation pour monsieur. Donc ce sont des sujets qui ont été évoqués. Est-ce que parmi vous, parmi les uns et les autres, il y a des sujets que vous souhaiteriez que nous traitions qui n'ont pas été traités, ou s'il y a d'autres éléments, messieurs les élus? En tout cas, on a bien noté vos remarques. C'est bon pour les uns et les autres? Monsieur le maire.
Juste une petite remarque. La ville de Senlis est très contente d'avoir parmi ses habitants des salariés qui viennent de Roissy. C'est en général des niveaux de salaire relativement plus élevés que la moyenne. Et il faut le dire aux jeunes aussi. On a ici à Senlis une ville qui est tout à fait magnifique, que tout le monde aime bien. Et quand je suis arrivé à Senlis, je pensais que c'était pour 2 ou 3 ans, et c'était il y a 38 ans. Merci pour ce témoignage. Avant de vous laisser la parole pour conclure, comme j'anime un certain nombre de... Oui, je vous redonne la parole, messieurs. C'était juste une question complémentaire. J'ai lu que donc, le groupe ADP est engagé pour surveiller la qualité de l'air. Est-ce qu'il est possible de rendre ces données publiques de manière à ce que justement tout à chacun puisse être informé de cette qualité? Merci. Nous sommes engagés effectivement dans le suivi, d'abord parce que nous avons un certain nombre de capteurs de la qualité de l'air sur la plateforme et alentour, etc. Les données sont publiques. Donc si vous souhaitez avoir des informations, nous sommes à la disposition et nous sommes dans une démarche volontaire, là aussi, de rendre les choses les plus transparentes possibles, car nous partageons, comme cela a été dit tout à l'heure, le souci de la santé des populations et nous partageons très largement. Donc les données sont publiques, elles sont à disposition. Édouard Mathieu peut-être apporter une précision. Oui, juste pour compléter ce que vient de dire Henri-Michel Comet, il y a un atelier thématique spécifique à ces problématiques qui se tiendra le 29 avril prochain à la Maison de l'Environnement de Paris-Charles de Gaulle. À cette réunion participeront notamment Bruparif et Airparif. Et vous pourrez poser toutes les questions à Airparif qui analyse justement la qualité de l'air sur et autour de la plateforme, d'ailleurs comme sur le reste de l'Île-de-France. Et ils pourront à cette occasion vous indiquer exactement leur position et les analyses que vous demandez, monsieur. Évidemment, tout sera sur le site voilà, à la fois de la si vous ne pouvez pas venir, de Paris. Karine Lévy d'ailleurs voilà, porte le... Voilà, Non, juste pour préciser que pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, bien entendu, vous retrouverez tous les comptes rendus sur le site terminal4-cdg@groupeadp.fr. Et sur lequel vous pouvez participer, puisqu'il y a un dispositif de questions et de témoignages sur le site internet de la concertation. Docteur. Ouais, j'aimerais vous poser une question qui est purement pratique, peut-être bête, mais à Roissy, ADP, etc., les gens travaillent en 3-8. Un des gros problèmes qu'ont, je pense, beaucoup de communes qui sont dans le coin, ce sont les crèches et les assistantes maternelles. Ça veut dire que vous avez beaucoup de femmes, surtout, qui ne peuvent pas travailler parce qu'il n'y a pas de quoi faire garder les enfants. Et les villes n'ont pas forcément les moyens, surtout s'il y a autant de monde qui arrive, de pouvoir assumer cette charge. Est-ce que dans le cadre d'ADP, puisque vous c'est ADP, est-ce qu'elle a envisagé des créations de crèches ADP, en fait, qui seraient ouvertes 24/24 et où les mamans et les papas pourraient déposer leurs enfants en se disant, ben voilà, on a une nourrice pour garder nos enfants. Parce que dans la région, c'est un énorme problème d'arriver à faire garder ses enfants et donc de pouvoir travailler. Édouard Mathieu. Alors, le groupe ADP a œuvré depuis déjà pas mal d'années pour précisément répondre aux besoins des salariés, non pas du groupe ADP, mais de la plateforme, et même des plateformes, à la fois sur Orly et sur Roissy. C'est Roissy qui nous occupe ce soir, Roissy-Charles de Gaulle. Il se trouve que sur la plateforme, il y a non pas une, mais 2 crèches qui sont ouvertes sur des horaires qui sont des horaires étendus pour répondre justement au mieux aux besoins des salariés de la plateforme. On en a ouvert une il y a de ça maintenant, si je ne m'abuse, 5 ans. La grande difficulté n'étant pas d'ailleurs ni les locaux, ni pour le coup de trouver du personnel qualifié, la grande difficulté consistant à trouver ce qui s'appelle ou ce qui s'appelait à l'époque, je ne sais pas si le nom a changé, des contrats enfance auprès des collectivités pour justement qu'il y ait un abondement aux services d'entreprise pour que ces entreprises puissent ensuite affecter, pré-réserver un certain nombre de berceaux au sein de ces établissements.
Nous en avons rouvert une deuxième, comme j'indiquais à l'instant, au cœur même de la plateforme, au Dôme, un programme immobilier qui s'appelle le Dôme et qui est ouvert, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Il va de soi qu'avec une volumétrie telle que nous la prévoyons, hein, on en a parlé pendant toute la soirée, le problème, ou plutôt le besoin en service du type de celui des crèches interentreprises à horaires larges et qui ne peuvent pas être assurés par des crèches communales, puisque tout simplement les horaires ne sont pas là, trouvera naturellement à s'exprimer sur la plateforme. Ça, on en est absolument convaincu. Je termine juste pour une anecdote, mais on avait également ouvert ce type de crèche sur Orly, il y a de ça 6 ou 7 ans, au sud de la plateforme d'Orly, pour répondre exactement aux mêmes besoins. Y participe le groupe ADP, Air France, je crois qu'il y avait Cerver, enfin voilà, un certain nombre des grandes entreprises, des grands donneurs d'ordre de la plateforme. Et les services publics, tout à fait. Oui. Monsieur le maire. Juste une précision que tout le monde ne sait pas forcément. À Senlis, à la fin de cette année-ci, en 2019, nous allons ouvrir une nouvelle crèche de 40 lits. Merci pour cette précision. C'est bon ? Ben on va arriver dans la phase de conclusion. J'ai suivi bon nombre de réunions publiques et c'est vrai que je vois la différence, les points communs et la différence. Hein. Bon, les points communs, c'est évidemment des questions très légitimes. Monsieur le docteur, ça a été le cas. Ça a été le cas aussi avec vous, madame ou monsieur. C'est des questions sur l'impact sur la santé d'un projet comme celui-ci. Donc ça fait partie des préoccupations qui sont assez globalement, voilà, qu'on entend régulièrement. Ce qui est vrai, c'est que l'éloignement de Senlis par rapport au site fait qu'il y a moins d'impact et de nuisances que sur certaines communes. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point aussi, c'est comment profiter d'un projet comme celui-là pour développer votre territoire en termes d'emploi, en termes de logement, en termes de tourisme. Monsieur le maire, vous l'évoquiez tout à l'heure. Et donc l'idée aussi pour les uns et les autres, et c'est bien la volonté du groupe ADP, c'est que les territoires utilisent un équipement de ce type qui a un impact important en matière d'activité, d'emploi, tout simplement pour accompagner les territoires. Donc ça, c'est vrai que ce sont des choses qui sont bien ressorties ce soir et qu'on entend peut-être de manière moins constructive que vous ne l'avez été. Je laisse la parole au garant, justement, parce que vous aussi, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous connaissez bien. Je veux dire un mot sur la question qui a été soulevée sur bruit, santé, air, etc. Dans le cadre de l'activité de la CNDP, nous avons demandé 2 expertises totalement indépendantes. Une sur l'emploi, qui a été débattue et présentée par l'INSEE lors de la réunion de lundi dernier, et une autre qui est faite par 2 experts indépendants sur la question de bruit et santé. Donc, pour essayer de clarifier ce sujet qui est un sujet compliqué, hein, notamment sur ce qu'on appelle le fameux espérance de vie en bonne santé, hein, dont vous avez vu que la presse a couvert l'étude de bruit Parif. Il y a une position aussi des industriels aéroportuaires. Et nous avons demandé à 2 experts qui viendront, lors de la réunion qui a lieu à la Maison de l'Environnement, donner leur point de vue. C'est un point de vue d'expert indépendant. Ce n'est pas parce qu'on est indépendant et expert qu'obligatoirement on a la réponse absolue et qui tranche définitivement. Mais ça, c'est une expertise commanditée par la CNDP. Donc, en dehors, effectivement, je dirais, du maître d'ouvrage ou d'autres parties prenantes, hein, en tant que telles. Donc, je crois que c'est assez important pour essayer de clarifier. Donc, le rôle aussi des garants, c'est d'essayer de voir se construire des réponses argumentées, et après, chacun, évidemment, prend sa position, et dans tous les cas de figure, le maître d'ouvrage, à la fin, à la main. Alors, dernier point, je voulais dire, toutes les questions que vous posez, de toute façon, comme Karine Lévy vous l'a dit, ces questions sont à poser sur le site et vous avez des réponses qui sont fournies dans le délai de 15 jours. Alors évidemment, plus on se rapproche de la date finale et plus, je dirais,
il faudra les poser de bonne heure, mais ADP s'engage, et le pratique à l'heure actuelle, hein, régulièrement, il suffit d'aller sur le site, de répondre par rapport à toutes vos questions précises, et n'hésitez pas à les poser, hein, ça fait partie de la règle du débat public. Merci Laurent Desmoulins, tout est dit. Bon, je le récupère, enfin vous pouvez. Bien, Henri-Michel Comet, alors, votre sentiment sur nos échanges de ce soir et votre regard sur cet échange. Merci d'abord, si vous me permettez, pas tout à fait un sentiment, mais plutôt une appréciation. C'est d'abord le caractère très complet des points que vous avez soulevés, puisque certains points concernent l'environnement, d'autres l'accessibilité, d'autres la formation, l'emploi, le développement économique. Donc, grâce à vous, grâce au florilège des questions que vous avez soulevées, nous avons couvert à peu près tous les sujets que nous sentons être préoccupants et auxquels nous avons à répondre. Donc, c'est une première appréciation, c'est que grâce à la diversité des questions, nous avons couvert un champ à peu près complet sur le projet du Terminal 4. Une autre appréciation que je voudrais formuler, c'est que vous avez bien senti dans les éléments de réponse que les collaborateurs d'ADP ou moi-même avons apporté. Les questions que vous soulevez enrichissent notre réflexion pour de vrai, c'est-à-dire que derrière, dans quelques temps, nous aurons des projets très concrets lorsque nous aurons estimé que nous avons à le faire, que nous pouvons le faire, soit seuls, soit avec les autres entreprises. Je rebondis sur l'exemple des crèches, par exemple. Donc, nous, grâce à vous, nous élaborons des éléments de réponse. C'est la concertation publique, je me permets de le dire devant les garants, est faite pour cela. Donc, bravo, entre guillemets, si je puis me permettre, pour le champ couvert. Merci de nous permettre, par ailleurs, d'apporter des éléments de réponse, car notre souci principal, c'est de profiter de cette évolution du trafic aérien pour que ce soit au service de la France, de sa connectivité, et au service tout autant et à la même hauteur du territoire. Et ça, nous y tenons plus que tout, au-delà du sujet strict de l'infrastructure. Voilà les deux appréciations que je me permettrai de formuler. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Merci à tous pour votre participation et bon retour pour écouter ce qu'a dit notre Président de la République. Vous me permettrez juste de dire qu'il y a eu un drame à Paris ce soir, puisque Notre-Dame de Paris a pris feu, que la flèche et la toiture sont tombées et que par voie de conséquence, le Président de la République a reporté son intervention. Voilà, je n'ai pas voulu en parler avant pour ne pas refroidir nos échanges, mais c'est un sujet majeur que je porte à votre connaissance pour ceux qui ne l'ont pas remarqué sur leur smartphone. Merci à tous et bon retour.